The Legend of Zelda. Je pense pas avoir besoin d'en dire plus pour susciter des réactions des deux côtés du spectre, autant avec les aficionados de la série que les non convaincus. Mais que ce soit l'un ou l'autre, la saga ne laisse pour la plupart pas indifférent. Zelda, c'est l'une des licences phares de chez Nintendo avec pas moins de 20 jeux vidéo sur la franchise entre 1986 et 2023. On ne parle pas là uniquement d'un bon jeu vidéo, mais également d'un des précurseurs du genre des jeux d'aventure tels que nous les connaissons, avec des jeux en 2D comme le tout premier jeu de la saga sorti sur Famicom, The Legend of Zelda, ou encore avec son passage à la 3D exécuté avec brio pour l'époque, avec le non moins célèbre Ocarina of Time. C'est une licence auquel nombre de joueurs et joueuses doivent énormément pour l'héritage qu'il a laissé sur grand nombre de jeux. Et durant toutes ces années, l'équipe derrière cette gargantuesque entreprise n'a cessé de se renouveler en proposition en ne laissant jamais la place pour une suite toute faite, comme beaucoup d'autres franchises d'aujourd'hui. Enfin ça, c'était jusqu'à aujourd'hui. Je pourrais déjà sauter à pieds joints dans Tears of the Kingdom, mais je ne peux pas décemment le faire sans parler de son aîné Breath of the Wild. S'il est aujourd'hui question de suite à Breath of the Wild, en son temps, le monde ouvert made in Nintendo était loin de nos standards actuels. Pour cause, tout transpirait la bonne idée. L'histoire suffisamment dense tout en restant ô combien permissif pour le joueur en quête d'aventure, un open world qui met tout le monde d'accord, et pour les plus acharnés du 100%, du contenu à ne plus savoir quoi en faire. Les quêtes principales et secondaires, les sanctuaires, les Korugu, les secrets disséminés ça et là, la progression non linéaire, bref. On a là un jeu qui fait un doigt d'honneur à l'industrie en prenant des éléments de gameplay et de game design d'autres genres pour non pas avoir un Frankenstein désarticulé, mais bien un jeu unique avec sa propre identité. Bon, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, le jeu n'est pas parfait non plus. Certes, il y a beaucoup de choses à faire, mais toutes ne valent pas le détour. À commencer par la collecte des 900 Korugu, qui a pour principal intérêt dans le jeu l'agrandissement du stockage respectif des armes, boucliers et arcs. Mais passé un certain nombre, on ne peut plus améliorer le stockage. Donc, in fine, les noix collectées ne servent plus qu'à avoir une ligne de dialogue en plus avec Noya et un item qui permet de le faire danser à volonté. Loin d'être indispensable donc. Même si, en prenant du recul sur cette quête, je pense que le principal intérêt reste de nous forcer à voyager, découvrir l'étendue de terre devant nous pour mieux nous aventurer dans des endroits plus ou moins hostiles. La fameuse phrase, ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, mais le voyage prend alors tout son sens. Parce que c'est aussi ça Breath of the Wild, c'est vouloir se rendre d'un point A à un point B, puis se surprendre à faire une multitude de choses qui n'avaient rien à faire avec l'objectif initial. Breath of the Wild, c'est une ode à l'exploration au sens le plus pur qui soit. Un jeu qui veut nous faire voir des choses, et pour le faire, utilise son monde comme argument. Il nous met sous le nez l'étendue de ses reliefs, ses lacs, ses villages, et nous met une tape sur l'épaule en nous disant « il y a encore plus à faire que ce que tu vois ». Un monde vivant, un monde qui nous fait dire « c'est grand ». Mis à part, la qualité de la réalisation était impressionnante également du point de vue technique, en prenant en compte que ça tourne sur une Switch. Avec un hardware daté déjà, le jeu est beau, bien pensé pour l'optimisation, et malgré tout propose un monde des plus impressionnants. Ce que je trouve d'autant plus beau avec cette proposition de jeu qu'on pourrait qualifier de bac à sable, c'est la variété de choses qui a pu être faite sur un jeu qui date de 2017. Sur certains jeux, ça peut couler de source, qu'il y aura toujours à faire, comme un Minecraft. Mais pour un jeu qui a tout de même une trame narrative, ce n'est pas commun du tout. Que ce soit la communauté de speedrunners qui ont découvert des moyens de terminer le jeu en moins d'une heure avec une recherche active de bugs et glitch, les modeurs repoussant constamment ce qu'il est possible de faire avec les entrailles de BOTW comme la possibilité de jouer à plusieurs dans les plaines d'Hyrule, oui vous avez bien entendu, ou encore plus largement la communauté du jeu qui a continué à faire vivre le jeu depuis tout ce temps. Donc au moment où sort cette vidéo, on est en 2023. Ça fait 6 ans que le jeu il est sorti. 6 ans pour un jeu, c'est long. Vraiment long. Bref, Breath of the Wild c'est tout ça. C'est se réveiller d'une trop longue sieste avec comme objectif de sauver Zelda soit en caleçon armé d'une branche, soit d'autres créatures divines et de l'épée de légende. C'est une lettre d'amour aux joueurs fans d'aventure, de possibilités. Voilà pourquoi ce jeu est une perle de jeu vidéo. Bien entendu, le sol étant acquis, il nous reste le ciel à admirer de plus près. Et ça, c'est le boulot de Tears of the Kingdom. Si avec Breath of the Wild, on faisait déjà beaucoup, le nouveau venu, lui, vient enfoncer le clou. La seule suite directe d'un jeu Zelda en 20 ans. On reprend Hyrule là où on l'avait laissé avec quelques années d'intervalle. Chose qui n'est pas du tout habituelle pour Nintendo. Le seul jeu qui pourrait se rapprocher d'une suite directe serait Majora's Mask, sorti en 2000, précédent Ocarina of Time, sorti lui en 1998. Dans Ocarina of Time, Link évoluait dans les contrées de Hyrule, et laisse toujours le joueur en Hyrule après sa fin. Majora's Mask ressemble énormément à son grand frère, notamment graphiquement, mais également sous plein d'autres aspects. Mais dans la réalité, il n'est pas une suite
du tout au sens strict du terme. Majora's Mask ne poursuit pas sur la même lignée qu'Ocarina of Time, une région différente, des antagonistes bien différents, bref, pas d'Ocarina of Time 2 ici. Si on s'arrête quelques instants sur ce simple fait, c'est la première fois en 20 ans que Nintendo propose une suite directe à un jeu Zelda. Et j'ai vu beaucoup de personnes prendre ça comme une facilité de la part de Nintendo que de faire un Breath of the Wild 2 pour capituler un peu plus sur le jeu qui a surperformé à sa sortie. Et comme beaucoup, j'ai pensé la même chose, mais en y réfléchissant un peu, je ne pense pas que l'objectif de Nintendo ici soit de faire un BOTW 2 sans plus-value réelle. À voir comment l'équilibre de celui-ci est précaire. Faire une suite pour en faire une, en pensant bénéfice avant tout, ça aurait pu marcher, mais pas sur la franchise BOTW. Avoir la masse de travail effectué. Parce que oui, le jeu a demandé un travail de titan dans l'optimisation, le renouvellement, et autant je ne crois pas au monde des bisounours, mais force est d'admettre que là, il y a eu du travail sur ce titre. Bon, cette digression terminée, parlons de Tears of the Kingdom. Comme beaucoup, le premier lancement de Tears of the Kingdom a fait cet effet de plat réchauffé, étant déjà familiarisé avec son grand frère, donc les premières minutes de jeu étaient soit gorgées d'histoire, soit répétitives pour un joueur de l'opus précédent. Le moment où l'on prend vraiment compte qu'il s'agit d'un tout autre jeu vient au moment de la découverte des nouvelles mécaniques. Et là, je dois vous dire que j'étais à la fois déçu par rapport à Breath of the Wild, mais également surpris, et ce dans le bon sens du terme. Ça peut paraître anodin, mais il m'a fallu près de 60 heures de jeu pour réellement saisir les possibilités qui s'offraient à moi, avec les pouvoirs de ce Tears of the Kingdom. Donc, si sur le papier, il est possible de faire toutes les choses les plus triviales, dans la réalité, les possibilités sont à des années-lumière des premières impressions. Parmi la ribambelle de pouvoirs que l'on obtient, il y a rétrospective, qui a pour effet de faire revenir un objet qui a bougé à une position antérieure. Grossièrement, on peut faire tourner une machine à l'envers ou encore créer un mouvement pour le faire rejouer à l'envers. Bon, c'est sommaire, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on nous l'introduit, mais c'est là où le jeu est brillant. Une fois le tutoriel de début de jeu passé, on constate que des morceaux des îles célestes tombent, et pas qu'un peu d'ailleurs. Et si comme moi, dans les premières minutes de jeu, vous vous êtes contenté de jouer l'observateur de ce monde qui part en lambeaux, vous êtes probablement passé à côté d'une fonctionnalité qui était sous vos yeux. Je vous ai dit qu'il est possible de refaire venir un objet à un moment antérieur. Et si on essayait sur ça ? C'est pas mal, non ? Et des petits trucs comme ça qui vous font dire putain, ils ont pensé à ça aussi, il y en a plein. Le jeu est ultra permissif comme son grand frère, tout en faisant différemment de lui. Si en apparence le jeu paraît ô combien semblable à son aîné, les comparaisons, elles, restent sommaires. Pour lister en vrac les grands points communs avec Breath of the Wild, on a les personnages sont les mêmes avec quelques années d'écart, ce qui est logique, certaines armes également. Les mouvements de Link sont identiques, le catalogue d'ennemis ne change pratiquement pas, des mécaniques de gameplay sont conservées. Dit comme ça fait beaucoup. Mais dans les faits, c'est nettement plus subtil. Ah, et d'ailleurs, je glisse ça là, mais la carte de BOTW, vous la connaissez, hein ? Vous savez que Tears of the Kingdom, ça se passe dans les airs, donc il y aura de l'exploration dans les airs. Jusqu'ici, on est ok. Attendez de vous rendre compte que la carte n'a pas que ces deux espaces d'exploration, et comme moi, vous allez perdre pied, mais très rapidement. Genre, vraiment rapidement. Si on devait résumer grossièrement Tears of the Kingdom, on en dirait qu'il s'agit de Breath of the Wild, mais en mieux. Là où Breath of the Wild instaurait des pans entiers, Tears of the Kingdom, lui, vient pour faire les finitions. Compléter des éléments de gameplay pas totalement complets, pousser un peu plus loin ce qu'il est possible de faire par le biais de nouvelles mécaniques. Attardons-nous un peu plus sur ce que ces braves gens ont à nous raconter. De mon souvenir de Zelda le plus lointain, l'histoire a toujours été d'une logique imparable. Ganondorf renaît, Zelda est emprisonné, Link vient la sauver. Le scénario tient sur un post-it. Et dans un sens, ça marche remarquablement. On ne prend pas de risque avec le joueur, on a un objectif clair et limpide, malgré un schéma narratif on ne peut plus classique. Situation initiale, élément déclencheur, péripéties, résolution, retour à la situation initiale. Mais là où on a des péripéties classiques, le grand frère de Tears of the Kingdom avait déjà pris de grandes libertés avec l'histoire. Breath of the Wild a instauré l'histoire non linéaire dans la saga, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne manière de faire les quêtes présentées aux joueurs. Si l'on veut voir les auras puis les piafs et aller se battre avec Ganon ensuite, c'est possible. Tout comme il est possible de directement se présenter à Ganon à la sortie du prélude. Le jeu ne veut pas contraindre le joueur à une manière de faire. Prenez ma progression et comparez-la avec la vôtre, et dans 99% des cas, votre progression ne ressemblera pas à la mienne. Et c'est normal. Cette progression non linéaire dont nous fait étalage Breath of the Wild dès le prélude reste inchangée, mis à part la scène d'exposition qui, elle, est du bonus, contrairement à Breath of the Wild. À dire vrai, l'introduction de Tears of the Kingdom est très dense en informations. Et finalement, l'équivalent du prélude de Breath of the Wild ne vient qu'après une bonne vingtaine de minutes de non-jeu. Et par non-jeu, j'entends des passages qui servent juste à l'introduction, sans réel impact du joueur sur celui-ci. Globalement, je trouve le rythme plus lent dans cet opus que son prédécesseur, mais c'est grandement lié à la structure narrative de ce dernier. Dans Breath of the Wild, le jeu se déroulait comme ceci. On allait à la rencontre du peuple inquiété par la menace d'une créature divine, on faisait une petite quête, puis on allait en découdre avec la dite créature. Dans Tears of the Kingdom, les quêtes sont plus étirées.
Le but étant de faire comprendre des éléments de l'intrigue de manière plus ou moins subtile aux joueurs, ce qui a pour conséquence de rendre le jeu plus lourd. Ce choix narratif s'éloigne de ce que Breath of the Wild proposait, ce qui pourrait être préjudiciable. On y perd un peu plus de souplesse dans le début de jeu, puis on nous redonne ce qui faisait le sel de l'opus précédent un peu plus tardivement. Et là, en termes d'histoire, on a du solide. Bien que les quêtes des sages soient pour la plupart des répétitions plus ou moins flagrantes entre elles, certaines ont quand même des partis pris assez marqués. Typiquement, toute la quête des Gerudo que j'ai trouvé bien au-dessus des Zora ou des Piaf propose de voir la cité désertée par ses habitants contraints de devoir se terrer sous celle-ci pour ne pas subir l'invasion de monstres ne craignant aucun coup. Certes, c'est pas du Shakespeare, mais je trouve que la narration a encore pris en maturité, bien que ce ne soit pas à partir de celui-ci que l'on note que l'histoire est déjà plus adulte. Il y a des enjeux, des interrogations, des révélations dont j'avoue avoir été plus que surpris. Oui, on reste sur le schéma du post-it, mais avec une impression que la saga a grandi avec nous. Les thèmes abordés sont plus lourds, avec un Hyrule en pleine reconstruction comme toile de fond, avec un dragon blanc qui vole ça et là. C'est simple, si Breath of the Wild est grand, Tears of the Kingdom, lui, est immense. Tears of the Kingdom, c'est Breath of the Wild sous stéroïdes. Il fait beaucoup de choses comme lui, mais avec une manière bien à lui, tout en ne faisant pas mieux, mais en peaufinant ce que son prédécesseur a laissé. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom n'est pas qu'un vulgaire DLC, mais c'est un jeu à part entière qui doit être traité comme tel. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, partager, ça me ferait excessivement plaisir. Sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine, c'était Akani, à une prochaine, ciao.